Le podcast de la CPTS Paris 8. On ne pouvait pas parler de santé mentale sans parler de psychanalyse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Daniel Bartoli, psychiatre, psychanalyste. Et j'ai une première question. Qu'est-ce que la psychanalyse ? Si on observe et si on écoute un enfant, on a la réponse immédiate à la question que tu poses. Qu'est-ce que va dire l'enfant ? Qu'est-ce qu'il va faire sous nos yeux ? Il va dire par exemple « j'ai oublié, j'ai perdu mon objet préféré, mon doudou, pas fait exprès, j'ai rêvé des choses bizarres avec ma maman ». Et finalement, il va définir, sans le savoir, tout en le faisant, c'est encore mieux, il va définir ce que c'est que l'inconscient et surtout des formations de l'inconscient, qui définissent en tout cas le matériau de la psychanalyse. Et mieux encore, si on voulait parler de ce que c'est que la psychanalyse, il faut commencer surtout par parler de ce qu'est un psychanalyste. Allons-y. Ben oui, parce que qu'est-ce qui arrive à Freud finalement, qui est un neurologue viennois, un neuropsychiatre, comme on dit après, mais il lui arrive qu'il bute contre l'impossibilité même d'entendre, de comprendre, d'un point de vue neurologique, ce que lui disent ces patients, et surtout ces patients qui sont les grandes hystériques de Freud, on les appelle. Il paraît qu'il n'y en a plus, mais si on regarde bien, elles sont là, toujours là. Est-ce que c'est un moyen de soigner, c'est-à-dire des malades, ou c'est juste une manière d'observer comment fonctionne l'esprit ? Alors c'est très exactement ce que j'étais en train de préparer. C'est la botte secrète de la psychanalyse. C'est-à-dire, à quoi ça sert, quoi ? C'est ça le véritable enjeu. Évidemment que la théorie va venir, mais elle ne va pas suffire. C'est pour ça que je passais par Freud, qui est obligé de l'inventer, parce qu'il ne maîtrise rien dans son rapport aux grandes hystériques. À savoir, qu'est-ce que ça veut dire des comportements auxquels je ne comprends rien ? Qu'est-ce que ça veut dire des discours de ces grandes hystériques auxquels je ne comprends rien ? Lui, il se pose une question très simple. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Et là, il fait quand même quelque chose d'extraordinaire. Il invente la psychanalyse en découvrant l'inconscient. Parce qu'évidemment, l'inconscient existe bien avant Freud. Par contre, la méthode psychanalytique, c'est Freud qui va la construire et la développer. À savoir, est-ce qu'il y aurait un langage particulier ? Est-ce qu'il y aurait une feinte, finalement, dans les manifestations discursives de l'humain, qu'on appelle d'ailleurs la littérature au passage quand même. C'est pas par hasard qu'on nous raconte des histoires depuis très très longtemps. Peut-être que, en passant par la littérature, qu'est-ce qu'un auteur ? Qu'est-ce qu'un psychanalyste ? Peut-être ça dirait mieux, on trouverait des réponses plus faciles en définissant un psychanalyste qu'en essayant de définir la grande généralité de ce que c'est que la psychanalyse. Or, un psychanalyste, si on demande à l'enfant, justement, tiens, qu'est-ce que c'est un psychanalyste ? C'est quelqu'un qui écoute tout ce que je dis, spécialement tout ce qu'on m'interdit de dire dans mon entourage. Par exemple, mes parents, ils m'interdisent de dire des tas de trucs. J'ai envie de parler de choses que je remarque entre les corps, dans le mien, ce qui se passe... Enfin, des tas de choses quand même, hein. Et quand j'en parle, on me dit « tais-toi parce que c'est pas bien, c'est caca ». Voilà, par exemple. Donc, il y a du sale et du propre. Ben, la psychanalyse, c'est précisément ce qui permet à cet enfant-là de comprendre qu'il n'y a ni sale ni propre. Hein. Il y a ce qu'on dit. Et il y a surtout l'idée que c'est le langage qui fonde ce sujet-là, qui va poser des questions. Ou en résoudre. Donc, la psychanalyse, c'est essentiellement tenir compte du langage. Du langage, de ce qui est dit, mais peut-être pas que, non ? Du langage en général, parce que de toute façon, tout revient à des mots. On nous parle, par exemple, du langage du corps, mais le langage du corps, il faut bien le nommer à un moment. Et quand on le nomme, ça devient un mot. En fait, tu as évoqué le problème majeur, c'est-à-dire que je ne peux pas parler parce qu'il y a des tabous, oui. Parce qu'il y a des interdictions, oui. Et donc je vais peut-être les exprimer de manière différente.
à travers des rêves, par exemple, ou à travers un langage non verbal. Voilà. Mes mains peuvent dire Exactement. une chose Non, exactement. et mes mots une autre. L'idée, c'est que l'inconscient, qui est le concept majeur, il y a 4 concepts de la psychanalyse, on y reviendra. L'inconscient pousse, c'est la pulsion, d'ailleurs, ça s'appelle pulsion, comme par hasard. La pulsion pousse à se faire reconnaître. Et en cela, elle constitue le champ de l'inconscient, qui n'est pas directement accessible à celui qui parle, mais par contre, en parlant, il passe son temps à essayer de le faire advenir. Donc il y a un double mouvement dialectique, hein, on pourrait dire, qui fait que, tout en se refusant ou tout en obéissant à des interdits, son seul but, c'est de faire jaillir ce qui est inhibé. Et c'est inhibé pour des tas de raisons. Soit parce qu'on l'interdit, soit parce qu'il se l'interdit lui-même. S'il veut atteindre un but direct, il va bien falloir qu'il passe par un certain nombre de contours, de contournements. L'objet, si on parle de psychanalyse, l'objet d'amour, par exemple, c'est très rare qu'aujourd'hui on lui saute dessus sans même le connaître, parce qu'on le voit dans un couloir de métro. Généralement, on lui parle, on lui dit bonjour. Ou alors ça se passe pas bien. Voilà, ça va, ça se termine très mal. Donc on essaye de négocier quelque chose. Alors, ou c'est négociable ou pas. Et c'est là qu'on reconnaît le gentilhomme. C'est-à-dire que si c'est pas négociable, il va le reconnaître. Si c'est négociable, il va poursuivre son chemin. On pourrait presque dire que la psychanalyse, c'est ça, c'est le rapport à l'autre, c'est le lien, et qui est un lien toujours langagier. Rien n'est plus précieux pour enseigner cette affaire, pour répondre à la question, que ce qui rate. C'est-à-dire le balbutiement, l'acte manqué, le lapsus. Je te donne un exemple banal dans le monde des psychanalystes. La patiente qui arrive très en retard et qui dit « Ah mais il faut m'excuser, etc. C'était la grève des métros. » Le psychanalyste, s'il n'entend pas qu'il s'agit de trop aimer, il faut qu'il fasse un autre métier vite fait, quoi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est faire passer ce qui est interdit, c'est-à-dire la jeune femme en question, elle n'a qu'une idée en tête, c'est de sauter au cou de cet analyste, fût-il vieux et kakoshim, comme Freud disait, mais je ne comprends pas pourquoi elle me saute au cou dans l'état où je suis. À 2 ans de sa mort, le pauvre, il n'était pas en forme, en plus, il était très malade, enfin bref. Mais ça l'étonnait toujours. Et bien, ça s'appelle le transfert. Qu'est-ce qu'on appelle le transfert exactement ? C'est ça. C'est l'amour de transfert qui fait que, de la part du psychanalyste et de la part des patients, ça se manifeste sous la forme d'un amour infantile pour une des images paternelles, par exemple, ou maternelles, image parentale, quoi. C'est ce moment-là qui est transféré beaucoup plus tard sur quelqu'un d'autre. On a déjà nommé l'inconscient. Maintenant, on vient de nommer le transfert. Simplement en parlant, on va dire ce que c'est que la psychanalyse. Or, les 4 concepts fondamentaux sont là. C'est quoi les 4 concepts ? Donc l'inconscient, les 2 premiers que je viens de dire, plus la pulsion qui est la force constante qui fonde l'inconscient. C'est ce qui pousse à s'exprimer, d'une manière ou d'une autre. On dit que tel délinquant a obéi à une pulsion, évidemment. Nous sommes tous des délinquants, alors parce qu'on passe notre vie à négocier avec les pulsions. Alors tout d'un coup, ça devient une excuse, c'est bizarre. Bon. La pulsion, c'est la force constante. Et la répétition, qui est une chose que tous les sujets connaissent par cœur, c'est-à-dire qu'ils le veuillent ou pas, ils répètent absolument la même chose dans leur vie, dans leur comportement. Il y a toujours quelque chose qui revient comme le même qu'ils connaissaient déjà, qu'ils ont déjà fait. Ils sont déjà passés par là. Et ça se manifeste d'ailleurs par des choses parfois très étranges. Par exemple, l'impression de déjà vu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas déjà vu. Tu es en train de faire en sorte de le voir. C'est pas pareil. Donc, toutes ces choses qui paraissent normales, c'est une façon de se tirer de la question que pose n'importe quel discours. Ce qu'il y a derrière tout ça, et le langage commun et le langage courant,
n'ont qu'une idée en tête, et d'ailleurs on le voit dans les grands médias, c'est de ramener, rabaisser tout énoncé vers un ordinaire dont on est déjà, avant même d'en apercevoir les effets, absolument dégoûté. Enfin, c'est épouvantable. Donc, ce que l'artisan, je ne parle pas d'artiste là, mais ce que l'artisan reproduit parfois avec beaucoup de talent, c'est précisément l'horreur du commun ordinaire. On obligerait un sujet parlant, le par-l'être, disait Lacan, il appelait ça comme ça, c'est joli le par-l'être. On l'obligerait à vivre uniquement dans cette dimension, il y aurait des chances qu'il se flingue, hein, après tout. Parce que les raisons du suicide, ça n'est pas un grand chagrin ou un grand événement, c'est l'épuisement par la répétition. C'est les chansons de Gainsbourg, des petits trous, toujours des petits trous, voilà, toujours des petits trous. Ouais. Alors que là, mais évidemment, ton association est parfaite, parce que la psychanalyse, c'est précisément ce que tu viens de dire. Là, tu me fais parler pour dire des choses, mais en fait, tu l'as dit. La psychanalyse, c'est les petits trous. C'est un trou. Tout part du trou du langage. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ça ne va pas. Et parce qu'il y a un trou. Et autour du trou s'agrège et se désagrège un monde de mots, alors que finalement, là, il s'agit de ce qui s'écroule, ce qui se défait, ce qui se désorganise. C'est ça la psychanalyse. Je suppose que la psychanalyse nécessite du temps et que l'immédiateté de notre médecine actuellement fait que ce temps-là est peut-être pas très bien absorbé par les psychiatres actuels. Dans un précédent podcast, j'ai interrogé un psychiatre qui n'a absolument pas parlé de psychanalyse et je lui disais à la fin, mais la psychanalyse dans tout ça? Il m'a dit, il y a des gens qui font de la psychanalyse, il y a des psychologues qui font de la psychanalyse, et il y a quelques psychiatres qui font de la psychanalyse. Ça a été sa réponse. Comme si la psychanalyse était un outil, mais que tout le monde ne l'utilise pas. Pour toi, actuellement, est-ce qu'il y a une place encore dans la psychanalyse en médecine pour nos patients? Il n'a pas tort, le psychiatre dont tu parles. Et il a même complètement raison. C'est-à-dire, le psychiatre, comme je l'ai été, je suis en sympathie aussi avec son discours, parce que je l'ai vécu. Le psychiatre, c'est un médecin à qui on demande immédiatement la disparition, ou le traitement en tout cas, des symptômes les plus virulents et les plus gênants pour le sujet. Son travail, c'est d'attaquer et de dissoudre, si possible, le symptôme. Il peut s'y prendre de 1000 façons, que ce soit un psychiatre comportementaliste, un psychiatre prescripteur de médicaments, qui sont des gens très savants, contrairement à ce qu'on croit. Ils ne sont pas forcément du côté de la facilité. On leur demande un résultat immédiat. L'atténuement des symptômes, parce que c'est gênant. C'est gênant pour la vie moderne de ne pas dormir la nuit, de faire d'avoir des idées tout à fait extravagantes et torturantes, persécutives. Bon. Donc, le psychiatre a raison. La psychanalyse, directement appliquée, bien entendu, peut fonctionner pour ces patients-là, mais à condition d'y mettre le temps. Est-ce que notre société, aujourd'hui, supporte l'idée d'y mettre le temps? Dans certains cas, oui. Il y a des grandes expériences comme ça, qui ont viré d'ailleurs à ce qu'ils appellent la psychothérapie institutionnelle, qui a été fabriquée par des psychanalystes. Je cite Houry, Toscaïès, enfin des gens très importants qui ont construit des lieux d'accueil. La clinique de la Borde, par exemple, c'est un truc extraordinaire, où tout était utilisé comme moyen du traitement. Le chemin, la porte, le concierge, le thérapeute, quiconque était dans une relation qui pouvait être utile parce que reprise par le patient dans un discours qu'on allait traiter avec lui. C'est une démarche analytique, psychanalytique. Assurément, c'est une démarche extrêmement coûteuse, voire impossible dans ce monde moderne dans lequel on vit, où le secret, ou ce qui est demandé, c'est l'extrême rapidité et l'immédiateté, évidemment.
Alors évidemment, on peut répondre à ces gens-là que nous sommes, je ne dis pas les psychiatres, nous sommes. Est-ce qu'on a raison de penser le contraire? Il ne faut pas penser le contraire, il faut penser en même temps. Qu'est-ce qu'on demande à un psychiatre aujourd'hui? C'est de résoudre en 2 coups de cuillère à peau et quelques produits médicamenteux un problème qui a mis 30 ans à s'organiser, à se construire. C'est comme si on te disait du jour au lendemain, tu es cardiologue, on va te guérir de ça parce qu'on n'en veut plus des cardiologues. Et d'ailleurs, te mêle pas de ça parce que c'est autre chose qu'on va faire. Tu veux dire qu'on a l'impression qu'on soigne le symptôme, mais pas le cancer. Mais exactement. Hein, c'est-à-dire, on soigne la douleur, oui. donc on a mais il faut le faire. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Et pas le cancer, je ne suis pas de ceux qui disent c'est pas bien. C'est très bien. Mais il ne faut pas faire que ça. Et d'ailleurs, ils le savent, les psychiatres le savent très bien. Soit ils recourent à la psychanalyse ou à d'autres choses. Il n'y a pas que la psychanalyse. Je suis pas. Et les psychothérapies, maintenant, elles s'inspirent beaucoup de la psychanalyse ou non? Alors. Il y a quoi? C'est le vieux débat intarissable, j'allais dire, et intraitable. Pas forcément. La psychanalyse aujourd'hui aurait plutôt le 5e ou 10e rang dans l'affaire. Parce que juste avant, on fait intervenir des méthodes beaucoup plus efficaces et rapides. Donc on a intérêt à faire ça. Mais évidemment, on ne va pas traiter le fond de l'affaire, on va traiter l'affaire qui se présente. Et mieux que le comportementalisme, on n'a pas trouvé. Moi, même si je ne suis pas en accord avec ça, je suis bien obligé de reconnaître que ces gens font un travail difficile et ils ont des résultats fréquemment. Par exemple, j'ai connu à la piscine un être absolument formidable qui, tous les matins, à 7 heures, était sur un banc à regarder les autres nager, quoi. Et puis, de temps en temps, il se levait d'un bond comme ça, et il se jetait sur l'échelle de la piscine, et il trempait un orteil. Évidemment, je n'ai pas résister longtemps. Je suis allé lui dire, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est très indiscret, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, il dit, non, mais c'est pas indiscret. Je fais ce que m'a dit mon psychiatre comportementaliste. Il m'a dit, l'eau, ta phobie de l'eau, c'est très grave. On va la vaincre. Et pour la vaincre, tu vas aller progressivement tremper un bout de ton corps, tous les jours. Et devant les gens, à la piscine. C'était très malin. Il l'a fait. Et ça a marché donc du coup? Ça a marché parce que je l'ai quitté, il en était au genou. C'est quand même pas mal, et il n'avait pas peur. Et il prenait sa douche en sortant. C'est formidable. Mais forcément, ça marche, puisque c'est une façon de raisonner, d'essayer de raisonner et d'arraisonner même le symptôme. Alors j'ai une autre question. Est-ce que le fait de savoir maintenant pourquoi j'ai ce symptôme va le guérir ou non? De savoir pourquoi, ça ne va pas le guérir. Et d'ailleurs, le but de la psychanalyse, c'est pas de savoir pourquoi. C'est tout à fait autre chose. C'est d'inscrire ce symptôme dans le discours du sujet. Par exemple, c'est l'histoire de Marseillaises qui se rencontrent à la sortie d'un dispensaire de santé mentale qu'il a. Le docteur, qu'est-ce qu'il a dit qu'il a, ton fils? Oh, elle a dit, écoute, je suis très embêté parce qu'il a dit, il a le complexe d'Oedipe. Ah, l'autre dit, mais c'est très bien ça, pourvu qu'il aime sa maman. La question de l'origine est une question naïve, je dirais. Elle est presque médicale, justement, mais... Oui. C'est-à-dire, évidemment, si on repère que l'origine de mes mots, c'est une lésion d'une petite artère du côté de la carotide et du cœur, d'accord, on va surveiller ça. Mais ça, c'est le meilleur des cas. Mais c'est pas l'origine, d'ailleurs. L'origine, c'est ce que j'ai avalé, c'est la vie, c'est l'alcool, je sais pas quoi, enfin, l'alcool. C'est ce qui fait que tu as un jour une lésion. Évidemment, tu vas chercher l'origine, mais tu vas la trouver. Les médecins la trouvent, l'origine. Et même les psychiatres, ils trouvent très bien l'origine. Mais ils sont bons psychiatres quand ils ne s'y attaquent pas directement. C'est ça l'idée. Voilà. D'accord. Daniel Bartoli, merci beaucoup et à bientôt.